À l'heure où enfin l'un des FTP-MOI, francs-tireurs et partisans de la main-d'œuvre immigrée, Missak Manouchian, entre au Panthéon, et bien qu'il soit fait, vous remarquerez, sous le titre d'Arménien et non sous celui de FTP-MOI, eh ben moi je suis particulièrement ému alors que je prends la parole aujourd'hui à Saint-Raphaël pour honorer non seulement mon oncle Arnolfo, dit Roger Landini, mais aussi mon valeureux grand-père Aristide, ma grand-mère Violette, la maman de la famille, mon père Léon Landini et ma tante Hermine. À travers eux, c'est tous ces humbles immigrés qui se sont battus pour la France que je veux honorer, afin que leur nom aux sonorités étrangères retentissent sur tous ces murs, sautent sur toutes ces vagues et reviennent à la vie. Eugenio Tramonti, Elfo Gianardi, Oscar Marucci, José Garcia, Giovanni Carrara, Nicola Cominotto, Alix Macario, etc. Ces hommes et ces femmes qui avaient fui l'Italie fasciste, l'Espagne fasciste, la Pologne fasciste, la Hongrie fasciste et l'Allemagne nazie étaient venus vivre libres sur cette belle terre de France et ont lutté au sein des francs-tireurs et partisans de la main-d'œuvre immigrée, organisation créée par le Parti communiste français, tout comme les francs-tireurs et partisans français, pour que la France reste libre, indépendante, souveraine et surtout sociale. Fière des mots qui brillent au fronton de ces bâtiments publics, liberté, égalité, fraternité. À l'heure où le racisme et la xénophobie reprennent une effroyable vigueur sur notre sol, il est nécessaire de rappeler que ces gens-là furent l'honneur de notre France. Mon grand-père Aristide avait quitté l'Italie en 1921, pourchassé par les hordes fascistes en raison de son engagement politique trop rouge. Il avait dû abandonner, pour un temps bref, espérait-il, son village natal et sa famille. Il ne rentrera que 25 ans plus tard. Il avait passé clandestinement la frontière à Modane, comme bon nombre d'autres immigrés d'ailleurs, et les chemins de l'exil le portèrent d'abord dans les mines de l'Est, puis dans celles du Nord, et enfin, il put s'installer avec sa famille qu'il avait fait rapatrier en France, en Provence, où il retrouva d'autres transfuges toscans avec qui lui et sa famille partagèrent dans les années 30 une vie de solidarité et de fraternité. C'est au Muy, non loin de Saint-Raphaël, qu'ils passèrent ces années, et c'est là que sont nés mon père et sa petite sœur Hermine. Ils ne cessèrent jamais, durant toutes ces années, de militer activement. Et Roger, qui n'avait pas la nationalité française, fut à plusieurs reprises menacé d'expulsion. Il ne dut son salut, en 1939, alors qu'il avait porté secours aux misérables réfugiés espagnols parqués comme des bêtes dans le camp de Villepay près de Saint-Égulphe, bordé de fils de fer barbelés, qu'à une pétition signée par plus de 4500 personnes. Il n'hésitera pas néanmoins à se porter volontaire pour combattre dans l'armée française. Par peur de le voir évidemment porter des idées subversives au sein des troupes, il ne sera requis que comme conducteur de camions de l'armée et presque immédiatement démobilisé lors de, lors de la drôle de guerre. Malgré l'interdiction du Parti communiste en septembre 1939 et considérant que le parti c'était chacun d'eux, la famille Landini et ses camarades font alors le choix de la résistance. En décembre 1940, alors que la partie sud de la France est encore soi-disant zone libre et que les trains partent vers l'Allemagne chargés des victuailles qui manquent à la population, Roger et son camarade Nicola Cominotto
font dérailler un train à l'aide de baramines dans la gare de triage de Fréjus. Je répète bien, en décembre 1940, car vous remarquerez tous sur la plaque qu'il y a bel et bien marqué que les sabotages ferroviaires ne commencent qu'en 41, ce qui est donc une erreur historique flagrante pour ne pas dire autre chose. De 1940 à 41, alors qu'ils se sont tous installés ici à Saint-Raphaël, la maman, ma grand-mère Violette, se débrouille comme elle peut pour nourrir non seulement toute sa famille, mais aussi tous les camarades qui passent à la maison, se cachant de la police, y compris des étrangers. Les plus jeunes, mon père et son copain Giovanni Carrara, s'occupent de la propagande. D'une part, ils fabriquent des tracts, avec des moyens de fortune, cela va de soi, et d'autre part, ils vont déchirer ceux des pétainistes. Ma tante Mimi, qui a à peine plus de 15 ans, sert alors d'agent de liaison et fait passer au maquis les réfractaires au STO, service du travail obligatoire. Tout est fait pour empêcher les nazis et leurs valets collabos de piller la France. Le 12 octobre 42, ce qui n'est pas signalé non plus sur la carte, sur la plaque de mémoire, ils font de nouveau dérailler un train du côté d'Aguet. Et mon père, qui avait alors 16 ans, faisait partie de ce groupe-là. Et ils ont ainsi empêché la voie de fonctionner durant plusieurs jours. Beaucoup plus efficace quand même que les bombardements britanniques, soit dit en passant. La nuit du 10 novembre 1942, il y a une dizaine de bicyclettes qui sillonnent les rues de Saint-Raphaël et les jeunes communistes qui tiennent leur guidon d'une main lâchent de l'autre des centaines de tracts appelant à une grande manifestation patriotique le lendemain. Le lendemain, c'est le 11 novembre 42. C'est ce jour-là que les troupes italiennes passent la frontière et rentrent sur le sol français. Plus de 500 personnes, c'est donc bien risqué, bravant la police pétainiste, défilent devant le monument aux morts. Mon père et son copain Jean Carrara, armés d'un revolver à la ceinture, protègent alors la population des soldats italiens déjà cantonnés là-bas au Grand Hôtel de Fréjus-Plage en vertu de la convention d'armistice. À l'issue de la cérémonie, Léon prend sa carte du Parti communiste français. Italien ou pas italien, le choix est vite fait de la résistance armée contre les envahisseurs. C'est d'autant plus d'actualité à cette époque-là que la victoire de Stalingrad dope les esprits. Mon grand-père, mon oncle, mon père s'engagent alors dans des actions de plus en plus risquées. Ils vont couper les câbles téléphoniques de l'armée italienne, alors qu'il était bien spécifié que s'il y en avait qui le faisaient, ils étaient condamnés à mort. Ils vont récupérer du côté du Dramont du matériel explosif et vont à la mine du Pélicon près de Brignoles. C'est une mine de bauxite qui fournissait l'armée allemande. Et toute la production était destinée à l'armée allemande. Et ils la font exploser le 26 février 1943. Ils ont même tenté, ça il faut quand même que je le raconte vite fait, de faire sauter ici, là, juste derrière nous, un hôtel, l'hôtel Bellevue, à Saint-Raphaël, où il y avait 295 chemises noires qui avaient prévu un pantagruélique repas ce soir-là. Pas de chance, la bombe n'a pas explosé. Et le lendemain, quand ils sont sortis, les fascistes, et qu'ils ont trouvé ça devant la porte, ils ont vraiment eu très peur. Ils l'ont prise sur une petite barque et ils sont allés la jeter dehors du port. Et si le courant ne l'a pas emportée, elle y est encore. Voilà. Mais ces actions, on le sait alors à Saint-Raphaël, sont le fait des communistes. Et les taux se resserrent. L'Ovra, la sinistre police politique italienne, c'est-à-dire l'équivalent de la Gestapo, évidemment, s'installe dans la Villa Aurélienne et recherche alors les auteurs de ces actions contre les troupes du Duce. C'est ainsi qu'en mai 1943, mon grand-père Aristide et mon oncle Roger sont arrêtés et épouvantablement torturés dans les caves de cette demeure. Ils ont fait avaler 1 litre de pétrole et 1 kilo de sel à mon oncle. Ils lui ont fait éclater la peau des cuisses en le frappant avec des planches de bois sur des linges mouillés. Et enfin, ils lui ont écrasé la tête avec un casque de torture, le plongeant ainsi dans le coma pendant plusieurs heures. Quant à mon grand-père, ils lui ont frappé le cou à coups de chaîne. Il avait la tête, le cou plus gonflé que la tête. Malgré tous ces supplices, pas un mot, pas un nom n'est sorti de leur bouche meurtrie et aucun de leurs camarades n'a été inquiété. Afin d'éviter que les horribles supplices recommencent, et vu qu'il savait qu'il ne parlerait pas et que ça pouvait durer, mon oncle a simulé la folie durant plusieurs mois. Finalement, le père et le fils ont été déportés et ils ont réussi à s'enfuir du train grâce aux cheminots auxquels ils furent
tout le restant de leur vie reconnaissant. Après l'arrestation des Landini, s'en fut fini des actions pendant plusieurs mois contre l'occupant à Saint-Raphaël. D'autres camarades, bien évidemment français et immigrés, ont continué tant dans les maquis environnants que dans les villes de la région, envers et contre tout, leur combat. Mon père, donc, pendant ce temps-là, était parti en Creuse, où il a participé de nouveau à des actions de sabotage ferroviaire. Et tous les deux, mon oncle Roger, qui avait 30 ans, qui était père de famille, et mon père, qui venait juste d'avoir 18 ans, sont partis en 1944 à Lyon combattre dans le bataillon Carmagnole, fer de lance de la résistance lyonnaise, et qui valut à cette ville d'être honorée du titre de capitale de la résistance. Là encore, ils se sont battus avec une bravoure exceptionnelle chaque jour. Chaque jour, il y a eu des actions contre les troupes nazies et leurs valets vichistes. Cette fois, c'est mon père, Léon Landini, qui a été arrêté dans le sinistre Fort Montluc et épouvantablement torturé par Klaus Barbie et ses sbires français. Et tout comme ses camarades, lui non plus, n'a pas lâché un seul mot à ces tortionnaires. Le 24 août 1944, lorsque les Allemands commencèrent à plier bagages, car les troupes alliées remontaient le long du Rhône après avoir débarqué ici en Provence, Léon, donc mon père, s'est évadé du Fort Montluc, a retrouvé ses camarades puis sa famille, et il a dû passer 2 ans en soins pour guérir de ses blessures dues aux tortures, testicules écrasés à coups de pied, vertèbres cervicales abîmées, boîte crânienne enfoncée. Entre-temps, son meilleur ami, Jean Carrara, était mort héroïquement en mars 44 au cours d'un accrochage avec un détachement SS dans les Basses-Alpes, et il y a à Fréjus une rue qui porte son nom. Mon oncle, tout comme mon père, reçurent bien tardivement les récompenses dues à leur combat et à leur sacrifice. Et quand je dis tardivement, c'est vraiment tardivement, puisqu'à la fin de la guerre, la France, qui s'est enorgueillie d'avoir été résistante, a refusé la nationalité française à mon oncle, alors qu'il était invalide de guerre, médaillé de la résistance, homologué lieutenant de l'armée française, marié à une Française, qui était d'ailleurs fille d'un agent de police et père de 2 enfants français. Et ce n'est que grâce à l'appui d'un camarade de la CGT qu'il finit par l'obtenir en 1947. Et reconnaître enfin aujourd'hui, grâce à cette pierre de mémoire, leur mérite à travers mon oncle, leur mérite, leur bravoure, leur sacrifice, fait de tous ces immigrés des fils de France, non par le sang reçu, mais par le sang versé. Et puisque le fil rouge n'a pas été rompu et ne le sera jamais, je voudrais céder la parole à Anatole Savozic, jeune communiste du pôle de résistance communiste en France. Bonjour camarades, amis et citoyens. C'est avec beaucoup d'humilité et d'admiration que je suis venu ici assister à cette cérémonie rendant hommage aux résistants qui ont lutté contre l'envahisseur nazi il y a de cela 80 ans. Ces résistants étaient nos proches, des membres de nos familles ou bien des compatriotes. Aux yeux de l'histoire, ils sont en tout cas les héros qui ont risqué leur vie pour libérer notre pays. Là où des milliers d'autres choisissaient de vivre en retrait d'une existence sans heurts, mais dominés par leur peur, d'autres sortaient de l'ombre, affrontant la mort en résistant encore et encore. Nous nous rappelons leur combat non seulement pour le souvenir, mais davantage encore pour le devenir. Celui dont nous sommes les bâtisseurs, jeunes de France, car le communisme est la jeunesse du monde. Cette résistance, nous avons la prétention d'y apporter notre contribution, chaque jour, en nous opposant aux mythes anticommunistes, comme l'ignoble mise sur le même plan du nazisme et du communisme par la Commission européenne, la minimisation et l'invisibilisation du caractère communiste de nombreux résistants, comme nous commémorions Thorin et Gracie à Nice il y a un mois. Nous réaffirmons que le cœur de ces résistants battait d'un sang rouge qui risquait de donner pour une cause précise que nous portons nous aussi dans nos cœurs. Je tiens ici particulièrement à saluer la mémoire de la famille Landini, dont les origines italiennes et l'engagement patriotique et internationaliste donnent à la phrase du poète une patrie nouvelle. Je meurs sans haine en moi pour le peuple italien, aurait-il pu dire s'il n'avait pas réchappé des carabiniers italiens. Combien nombreux étaient en effet les Italiens luttant avec courage au sein des FTP-MOI dans notre région. Cette zone dite libre fut le lieu dès 1940 d'un fort élan de résistance de ces communistes qui, comme Léon Landini, qui est le fondateur du PRCF, était seulement âgé de 16 ans et demi.
Cet exemple de bravoure infinie contraste bien avec la lâcheté naïve ou hypocrite de ceux qui continuent à affirmer que les communistes ne seraient entrés en résistance qu'en 1943, soi-disant sur ordre du Comintern. Car c'est bien le camp communiste qui joua le rôle décisif, tant à l'échelle nationale qu'internationale, avec la victoire de Stalingrad qui donna la certitude qu'il en était fini de l'invincible Wehrmacht et que la victoire était possible. Et donna un formidable élan à la résistance qui prépara le terrain pour les débarquements américains. L'histoire de la résistance de cette héroïque jeunesse nous guide quotidiennement, jeunes pour la renaissance communiste en France, à poursuivre le fil rouge de ces combats glorieux qui rendurent possibles les conquis sociaux, en permanence assiégés, avec l'exemple de la récente contre-réforme des retraites contre laquelle nous avons lutté. Car c'est bien pour le passage à une nouvelle étape pour la vie et non une antichambre de la mort que Croizat et nous sommes battus. Et cette belle phrase ne vaudrait rien si nous ne comprenions pas qu'elle implique un changement drastique de la société pour lui assurer sa pérennité. C'est la même chose avec la santé et tant d'autres luttes anciennement remportées. Les dites réformes ne sont bien sûr que des retombées de luttes révolutionnaires menées jusqu'au bout. Sans la moindre concession à l'ère du temps actuel, anti-soviétique, anticommuniste et contre-révolutionnaire, nous portons la parole de Léon Landini haut et forte. Ne rien céder au politiquement correct, ne pas céder à l'eurolatrie, de regarder en face la nature fondamentalement réactionnaire de ces États-Unis d'Europe qui met dos à dos nazisme et communisme pour conforter la fascisation et conforte la fascisation des États européens dont le nôtre, qui est de plus en plus violemment policier, liberticide et antisyndicaliste, et au final menace les libertés de tous. Dans ce contexte de réarmement international impulsé par l'OTAN, qui, désespéré par l'essor des BRICS et de l'ensemble des pays du Sud, qui osent relever la tête et mettre à mal l'hégémonie états-unienne, l'espoir d'une société qui se nourrit de la paix et de la souveraineté des peuples lutte contre le nihilisme des pays de l'OTAN, qui, eux, sont prêts à mettre à mal la survie de l'espèce humaine pour assurer les intérêts de ces industriels qui se gavent sur la misère de l'ensemble des peuples de la planète. Face à ce projet exterministe, nous devons nous préparer, nous organiser pour défendre la paix et l'unité entre les peuples, nous adressant aux plus jeunes d'entre nous à qui l'impérialisme ne promet que la guerre et la mort. Car il est encore fécond le ventre dont a surgi la bête immonde. La bête immonde, c'est la fascisation galopante qui a repris dans notre pays et sur notre continent. Le ventre fécond, c'est l'anticommunisme et l'antisoviétisme à retardement, expression concentrée de la haine de classe à l'encontre de tous ceux qui combattent l'exploitation capitaliste et les guerres impérialistes. Les semblants de démocratie s'étiolant de plus en plus, nombreux sont celles et ceux qui lèvent la tête et osent prendre leur destin en main, car le leur et celui du peuple français se joue dans la construction du monde d'après, celui que nous devons préparer. Et ce destin est à l'inverse du chemin de celui de l'Europe atlantique, anticommuniste, russophobe et antisociale, qui non seulement n'est pas une protection contre la guerre et le fascisme, mais est dominée par les grands intérêts financiers et largement pilotée depuis Berlin. Elle n'est plus qu'une prison des peuples dangereux pour le monde du travail, les libertés démocratiques et la paix. Comme en 1940, nous scandons haut et fort que le communisme est devenu le symbole de l'indépendance nationale par rapport à la résignation générale, qu'un peuple comme le nôtre ne sera jamais un peuple d'esclaves. En 40 comme en 43, luttant contre les scélérats, jeunesse de France, on continue le combat. Pas de guerre entre les peuples, pas de paix entre les classes, la patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est sûr. Voilà la plaque, c'est bon. À Saint-Raphaël, la Gerbe. 15 août 2023. 15 août 2023. Voilà. Merci à la mairie de Saint-Raphaël d'honorer la famille Landini à travers cette pierre de mémoire. Et j'espère que la communauté lyonnaise fera la même chose avec Léon Landini, mon père, ce héros. C'est la lutte finale pour nous et demain l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale pour nous et demain l'international. Groupons-nous et demain l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale.
mondiale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. Bonne起来，去喊叫破的奴隶，起来，全世界受苦的人，满腔。